Donc moi je m'appelle Morgane d'Auvergne, je suis doctorante en sociologie au sein du laboratoire d'analyse en psychologie sociale et cognitive. Je travaille avec l'Agence de la transition écologique et avec l'UCA qui soutiennent financièrement le projet. Et je travaille avec deux projets alimentaires territoriaux, donc le projet alimentaire territorial ou PAT des Combrailles et le PAT du Grand Clermont et du Parc naturel Livradois-Forez. Donc les PAT, c'est des dispositifs législatifs qui ont été créés en 2014 par la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Et ils visent à structurer les systèmes alimentaires locaux en mobilisant une multitude d'acteurs de différentes thématiques, donc autour de l'alimentation, l'agriculture, mais aussi l'urbanisme, la santé, le social, etc. Et donc moi je travaille plus particulièrement sur l'intégration et la prise en compte des enjeux de santé dans les projets alimentaires territoriaux. Et dans ce cadre-là, j'ai été chargée de l'animation des conférences sur toute la journée. Donc pour avoir un peu plus d'informations sur les PAT, vous pourrez aller voir le stand à l'entrée avec un livret à consulter qui explique un petit peu les actions qui sont mises en œuvre dans le cadre du PAT, donc notamment l'organisation de ce forum qui fait partie d'une des actions du PAT. Et donc on va continuer avec la troisième et dernière conférence de la journée. Où on accueille Marion Aubry, qui est diététicienne à Rion. Donc merci d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui. Et du coup, je te laisse la main pour parler d'équilibre alimentaire et du décryptage des étiquettes alimentaires. Bonjour à tous. Merci d'être venus à cette conférence sur l'étiquetage des aliments. On a appelé ce que les étiquettes ne vous disent pas. Donc je vais commencer par me présenter. Ensuite, on verra dans une première partie qu'est-ce que l'équilibre alimentaire, afin de bien comprendre dans la deuxième partie pourquoi c'est important de bien choisir ses aliments. Alors, moi, donc, je suis Marion Aubry, comme Morgane vient de vous le dire. Je suis diététicienne en libéral à Rion depuis 10 ans. Voilà, donc juste une petite précision, il y a souvent une confusion entre diététicien et nutritionniste. Donc un diététicien nutritionniste comme je suis, en fait, il faut avoir soit un BTS diététique, soit un DUT biologie option diététique. C'est des consultations qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale, mais qui sont de plus en plus remboursées par certaines mutuelles. Et c'est différent d'un médecin nutritionniste qui lui a un diplôme de médecine et qui a fait ensuite une spécialisation en nutrition, où lui, ses consultations seront remboursées par la sécurité sociale. Donc voilà, le mot nutritionniste tout court n'est pas réglementé. Donc on est soit diététicien nutritionniste, soit médecin nutritionniste. Voilà, un coach sportif peut dire qu'il est nutritionniste. Tout le monde peut s'improviser nutritionniste. Alors, mon métier, aujourd'hui, je vais avoir deux diététiques. On va dire qu'il y a une diététique classique de l'éducation nutritionnelle, c'est apprendre aux gens à manger correctement pour être en bonne santé. Donc là, je vais recevoir des patients des gens qui peuvent être un peu perdus dans leur alimentation, qui ont entendu beaucoup de choses et qui ne savent plus ce qu'il faut manger ou pas. Ça peut aussi être des personnes qui ont des pathologies particulières comme du diabète, du cholestérol, des maladies inflammatoires comme la fibromyalgie, le syndrome de l'intestin irritable, l'endométriose, toutes ces maladies dont on entend de plus en plus parler aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment la partie qualitative de l'alimentation. Et ma deuxième diététique, c'est ce que j'appelle la psychonutrition. Donc là, c'est plus un travail sur le comportement alimentaire. En gros, là, ça sera plutôt des personnes qui en connaîtront beaucoup sur l'alimentation, sur les familles d'aliments. Ils ont déjà fait plusieurs régimes dans leur vie, par exemple. Et pourtant, ils sont toujours bloqués dans leurs problématiques. Ça peut être des personnes qui souffrent d'anorexie, d'hyperphagie boulimique ou qui ont des compulsions alimentaires, par exemple. Donc là, en psychonutrition, il va y avoir 3 axes de travail. Le premier, c'est apprendre à écouter ces sensations de faim et de satiété, c'est-à-dire d'être un peu moins de vouloir appliquer des règles alimentaires à tout prix et être plus à l'écoute de son ventre, de l'estomac qui va être le meilleur indicateur pour savoir quelle quantité il faut manger. Ensuite, le deuxième axe de travail en psychonutrition, c'est apprendre à vivre avec ses émotions pour pas que ça impacte le comportement alimentaire. Donc là, je vais pouvoir utiliser des techniques de thérapie brève comme la sophrologie, l'hypnose ou le MDR.
Alors le MDR, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une technique avec des mouvements oculaires, c'est une technique d'hypnose pour aider à digérer les psychotraumas. Donc voilà, qui peuvent être, on le sait, à l'origine des fois de blocages au niveau du poids, par exemple. Et dans un dernier axe de travail, en psychonutrition, on va aborder l'image corporelle, l'acceptation de son corps, l'estime de soi, la confiance en soi. Voilà, donc la diététique en 2025, on dit un peu stop au régime. On sait que tous les régimes vont fonctionner dans un premier temps. Donc sur 1 mois, 3 mois, on va perdre du poids, même voire sur 1 an, voire un petit peu plus. Mais au final, les dernières études montrent que entre 3 et 5 ans après un régime, les personnes ont repris, 95% des personnes ont repris tous leurs kilos, voire un petit peu plus. Donc on sait que c'est des solutions qu'à court terme. Et aujourd'hui, on essaye de penser un peu plus long terme et santé globale. Et du coup, l'objectif principal des prises en charge diététiques, ça va être la sérénité alimentaire, être en paix avec son alimentation. Et la perte de poids, par exemple, viendra dans un second temps. Ça sera la conséquence positive pour certains suite à cette paix alimentaire, on va dire. Alors, dans cette première partie, maintenant, on va voir qu'est-ce que l'équilibre alimentaire. Donc, on va voir les différentes familles d'aliments et la pyramide alimentaire. Ensuite, pourquoi c'est important de manger équilibré. Et enfin, est-ce qu'il vaut mieux équilibrer son assiette ou écouter ses sensations. Alors, les différentes familles d'aliments, je pense que vous les connaissez, je vais vous les rappeler rapidement. Donc, on a la famille des fruits et des légumes, la famille des féculents, la famille des matières grasses, celle des produits laitiers, celle des fruits à coque, celle des protéines, donc tout ce qui est viande, poisson et œufs, la famille des produits sucrés et celle des condiments, herbes aromatiques et épices. On aurait pu aussi ajouter celle des boissons. Alors la pyramide alimentaire, en fait, c'est une pyramide qui va nous montrer en fait ce qui doit être le plus important dans notre mode de vie, dans notre alimentation. On va retrouver en bas de la pyramide et en haut, c'est ce qui doit prendre un peu le moins de place dans notre alimentation. Donc en bas de la pyramide, on retrouve des conseils comme manger des produits locaux et de saison. Essayer de cuisiner au maximum ses repas et puis c'est important aussi de les partager si possible ces repas en famille ou entre amis. Après on va voir l'activité physique qui on le sait est importante pour être en bonne santé. L'activité physique pas forcément sportive, donc le jardin, le ménage, tout ça compte. On va avoir aussi la vie sociale et le sommeil. Avoir un bon sommeil aussi, on sait que c'est très important pour une bonne santé. Après l'hydratation, donc on s'est recommandé de boire entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour. Voilà, en essayant de limiter bien sûr les boissons sucrées et les boissons alcoolisées. Après pour ce qui concerne l'alimentation, donc dans cette partie-là, on va retrouver tout ce qui doit être présent à tous les repas. Donc la famille des fruits et des légumes, la famille des matières grasses et la famille des féculents. Donc ça, c'est ce qu'on doit retrouver à tous les repas, donc au moins midi et soir. Donc pour la famille des fruits et des légumes, c'est bien de les prendre frais ou surgelés. Le surgelé va bien garder les valeurs nutritionnelles des aliments, les vitamines et les minéraux, contrairement aux conserves qui elles, ne sont pas forcément très intéressantes d'un point de vue nutritionnel parce que beaucoup des vitamines et des minéraux vont partir dans l'eau de conservation. Donc les aliments seront moins riches. Au niveau des calories, ça ne change rien, mais au niveau de la qualité nutritionnelle de l'aliment, il y a une différence. Souvent en plus, les conserves sont plus salées, même rincées. Et quand c'est des conserves de fruits, c'est beaucoup plus sucré. Les fruits et légumes, c'est intéressant aussi de manger la peau, parce que c'est dans la peau qu'il y a le plus de vitamines et de minéraux. Donc quand on mange la peau, c'est plutôt conseillé de les prendre bio. Et si on ne peut pas, il faut bien les éplucher. Parce qu'il y a moins de résidus de pesticides dans la peau. Ensuite, pour les féculents. Donc les féculents, c'est tout ce qui est pâtes, riz, pommes de terre. On en recommande aussi à tous les repas. C'est vraiment le carburant du corps. Ces féculents, on les privilégie aussi complets. On va prendre plutôt des pâtes complètes ou semi-complètes, le riz pareil, et les légumineuses qui sont plus riches en fibres.
Voilà pour les féculents. Et pour les matières grasses, donc pareil, on les a longtemps diabolisées, ces matières grasses, mais on en a vraiment besoin pour vivre. On a vraiment besoin du gras, donc on va privilégier plutôt des graisses d'origine végétale comme l'huile d'olive, l'huile de colza. On les reverra un petit peu tout à l'heure. Les huiles, c'est bien de les prendre vierges ou extra vierges et première pression à froid, toujours pour avoir des aliments de qualité. Ensuite, dans cette pyramide, on va retrouver tout ce qui est produits laitiers et fruits à coque qui doivent être présents tous les jours. Donc pour les produits laitiers, on essaie de les prendre les plus bruts possibles, tout ce qui est yaourt, fromage blanc, petit suisse. Plutôt voilà, nature, on évite tout ce qui va être crème dessert, liégeois, ou ça va plus faire partie des produits sucrés que des produits laitiers. Les fruits à coque aussi, on recommande d'en manger 30 à 40 grammes par jour, donc tout ce qui est noix, noisettes, amandes, pistaches, sans sel bien sûr. Voilà, ça équivaut à une bonne poignée tous les jours parce que ça contient du très bon gras. Ensuite, on va voir tout ce qui est poisson, œuf, la viande. Et la viande, donc le poisson, c'est bien d'en manger 2 à 3 fois par semaine en privilégiant les poissons gras, les petits poissons gras, donc tout ce qui est sardines, maquereaux, harengs, anchois, même en boîte. Ce bon gras, donc c'est riche en oméga 3, donc c'est bien voilà, d'en avoir 2 fois par semaine. On évite dans cette famille-là tout ce qui va être surimi, poisson pané. C'est plutôt une histoire pareil de qualité d'aliments plus que de calories. Pour les œufs, on a longtemps aussi entendu que les œufs faisaient monter le mauvais cholestérol, qu'il ne fallait pas trop en manger. Maintenant, on sait que c'est faux. On pourrait manger jusqu'à 5 à 6 œufs par jour. Il n'y aurait pas du tout d'incidence sur le cholestérol. Ce qui va faire monter le cholestérol, ça va plutôt être les graisses saturées, graisses trans et le manque d'activité physique. Donc le mieux, c'est d'avoir des œufs maison, si je peux dire. Si vous avez des poules, c'est top. Et si vous n'avez pas de poules et que vous achetez vos œufs en grande surface, vous pouvez voir des œufs avec le label Bleu Blanc Cœur. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce label. C'est un label français et ça garantit des poules qui sont nourries aux graines de lin. Et le lin, c'est très riche en oméga 3. Donc ça fait des jeunes très riches en oméga 3 qui vont donc être plutôt très bons à la santé et au contraire faire baisser le mauvais cholestérol. Pour les viandes, on privilégie plutôt les viandes blanches. Les viandes rouges, on les limite à 2 fois par semaine parce qu'on a marqué qu'il y avait un lien avec le cancer colorectal. Donc voilà, pas plus de 2 fois par semaine pour la viande rouge. Et pour les charcuteries, c'est 1 fois par semaine, ça fait 150 grammes par semaine. Pareil, à cause des sels nitrités et du dextrose qu'il y a dedans qui sont cancérigènes. Bien sûr, c'est plus salé aussi, donc pour la tension, c'est pas forcément très bon. Dernière famille, la famille des produits sucrés, qui est malheureusement la seule famille dont on n'a pas besoin pour vivre, qui est là que pour le plaisir. Donc on limite, on sait que c'est important de se faire plaisir aussi dans notre alimentation, donc elle n'est pas à bannir, juste on limite. J'aurais pu ajouter donc celle des condiments, herbes, aromatiques et épices. Ça a beaucoup d'intérêt au niveau goût, donc il ne faut pas hésiter à les utiliser pour que nos plats aient du goût. Elles ont aussi de nombreuses propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires, comme le curcuma par exemple. Voilà, pour cette pyramide alimentaire. Alors pourquoi c'est important de manger équilibré ? En fait, tout marche ensemble. On a besoin de nutriments, donc on a les gros nutriments, les macronutriments, comme les protéines, les lipides, les glucides et les fibres. Et ensuite, on va avoir les micronutriments, donc c'est tout ce qui est vitamines, minéraux et oligo-éléments. Et pour qu'on soit en bonne santé, tout fonctionne, tout marche ensemble. Donc rapidement, on va revoir à quoi servent les macronutriments. Donc les protéines, elles vont permettre de maintenir la masse musculaire. Elles ont aussi un effet sur la satiété. Elles vont permettre de fabriquer l'ADN, notre ADN, nos enzymes, nos hormones. Donc vraiment, elles sont indispensables. On va les retrouver donc dans la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers, les légumineuses et les fruits à coque. Ensuite, les lipides, donc le gras. En fait, il faut savoir que toutes nos cellules sont faites en gras. Donc plus vous allez manger du bon gras, plus vos cellules vont être
vont avoir des barrières souples, mieux les échanges vont se faire et mieux votre corps va fonctionner, mieux votre métabolisme va fonctionner. Donc c'est vraiment important d'avoir du bon gras. Quand on dit le gras c'est la vie, c'est bien vrai. Mais voilà, il y a différents types de gras, donc ça peut aussi être la mort. Donc, je vous montre juste rapidement les différents types de gras. Il y en a 3 sortes. Il y a 2 mauvais gras et 1 bon. Donc le premier mauvais gras, c'est les acides gras trans. Donc là, c'est ce quand vous allez voir sur l'emballage écrit graisse hydrogénée, partiellement hydrogénée. Ça, c'est des graisses qui sont vraiment pro-inflammatoires, qui vont trop stimuler le système immunitaire et qui vont également être hypercholestérolémiantes. Donc ces graisses trans, on les retrouve dans les aliments transformés, comme les nuggets par exemple, ou les viennoiseries industrielles. Donc ça, vraiment, on évite au maximum. Après, on va avoir les acides gras saturés. Donc ça, c'est tout ce qui est charcuterie, fromage, beurre, crème. On limite parce que, pareil, c'est ça qui va faire monter le mauvais cholestérol et qui augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Mais tout n'est pas acheté dans ces aliments. Donc, ce ne sont pas à bannir, on les limite juste. Et dernière famille, donc ça va être le bon gras. C'est tout ce qui va être acides gras insaturés. Donc poly et monoinsaturés. C'est plus connu sous le nom de oméga 3, oméga 6 et oméga 9. Donc ça va être des graisses qui font l'effet inverse des saturés. Donc elles vont nettoyer les artères, ces graisses-là, elles vont faire baisser le mauvais cholestérol. Donc ça, on les retrouve, ces graisses-là, dans l'avocat, l'huile d'olive, les petits poissons gras dont je vous parlais tout à l'heure, et également les fruits à coque. Donc ça, on en mange le plus possible. Dernière famille de macronutriments, les glucides. Donc les glucides, les féculents, essentiellement, c'est ce qui va nous apporter de l'énergie. Donc pareil, on en met à tous les repas. Des fois, on a tendance à vouloir les enlever pour perdre du poids, par exemple, mais ce n'est pas une solution parce que ça ralentit notre métabolisme. Les féculents ont aussi un effet sur le sommeil. On les retrouve donc, ces glucides, dans les féculents, dans les pommes de terre, les patates douces, les légumineuses. Et voilà. Et dernière petite chose, les fibres. Donc les fibres, ce sont aussi des glucides, mais qui ne sont pas digérés, qui ne peuvent pas être digérés par notre corps, qui vont servir exclusivement à notre intestin, à nos bactéries qu'il y a dans l'intestin, notre microbiote. Donc ça va permettre une bonne santé digestive. Ça va être aussi anti-inflammatoire, ces fibres. Alors, dernière chose sur pourquoi c'est important de manger équilibré. Donc on a aussi tous les micronutriments comme le magnésium, le fer, le zinc, l'iode, le sélénium, la vitamine D, la vitamine B12. En fait, et toutes les autres vitamines, tout ça, ça va se retrouver dans plusieurs familles d'aliments comme les fruits à coque, les légumes et les fruits et légumes, les féculents, même la viande pour la vitamine B12. Donc en fait, toutes les familles ont leur rôle et sont importantes. C'est pour ça que manger équilibré, c'est primordial pour notre santé. Alors, est-ce qu'il vaut mieux équilibrer son assiette ou écouter ses sensations corporelles? Eh bien, un petit peu les deux. En fait, il faut équilibrer son assiette, comme je vous le disais, pour être en bonne santé, pour bien apporter au corps tout ce dont il a besoin. Et en même temps, on sait bien qu'on ne peut pas toujours manger équilibré, ça ne peut pas être tout le temps parfait. Donc il y a des fois, on va manger par exemple un burger, et on sait que si on mange des burgers tous les jours, c'est pas top pour la santé, mais de temps en temps, on peut bien en manger. Et surtout qu'en calories, ça peut revenir exactement au même qu'une alimentation, un repas équilibré, comme on peut le voir sur cette photo. Donc au niveau des kilos, ça ne va rien changer, ça sera plus au niveau qualité d'aliments. Donc voilà, il faut être un peu mesuré, être un peu les deux. On fait attention à ce qu'on mange et en même temps, il faut garder le plaisir. On fait attention à la sensation, en fait. Les sensations alimentaires, elles vont être là pour quand il n'y a pas la qualité. Il faut éviter en fait d'être en trop plein, d'avoir l'impression d'avoir trop mangé. Voilà. Donc ça, c'est pour cette première partie. Ce qu'on va retenir, c'est qu'on a vraiment besoin donc, de toutes les familles d'aliments pour que le corps fonctionne correctement, que l'assiette idéale n'existe pas vraiment, qu'elle doit prendre en compte en fait vos envies, votre faim et ce qui vous fait plaisir. Et que l'équilibre ne se fait pas sur un repas, mais sur une semaine. Donc c'est pas parce qu'on a eu plusieurs repas festifs un week-end que c'est foutu, comme j'entends souvent mes patients dire. On peut avoir un peu moins faim sur les jours qui suivent dans la semaine, et notre corps, il faut lui faire confiance, il va se réguler tout seul. Alors, deuxième partie, pour bien rentrer être enfin dans le vif du sujet, sur l'étiquetage alimentaire, comment choisir.
Donc là, on va voir ce qu'est un aliment transformé, un aliment ultra transformé. L'emballage, qu'est-ce qu'on trouve dessus? Et on va comparer, on va prendre deux exemples d'emballage. Alors, les aliments transformés, en fait, il y a différents niveaux de transformation. Il y a 4 niveaux de transformation. On va voir d'abord les aliments peu ou non transformés. Donc là, ça va être tous les aliments bruts. Par exemple, les œufs, la viande, le poisson, le lait, ou peu transformés comme le yaourt, par exemple, le beurre. Et bien sûr, on a tous les fruits et les légumes. Donc ça, c'est le premier niveau. Ensuite, on va voir les ingrédients culinaires transformés, pressés, raffinés, avec ou sans additifs. Donc là, il va y avoir quand même l'homme qui va intervenir pour produire ces aliments-là, mais il reste relativement brut. On a par exemple le miel, l'huile d'olive et tout ce qui va être farine, fécule. Troisième niveau de transformation, donc là c'est encore des choses qu'on peut faire chez nous dans notre cuisine. On va avoir les conserves, tout ce qui est fumé, les viandes séchées et tout ce qui est pain, pâtes. Donc ça c'est des aliments qu'on peut quand même faire chez soi. Et le dernier niveau de transformation, c'est ce qu'on va appeler ce qui s'appelle les aliments ultra transformés. Donc là, ce sont des aliments qu'on ne peut pas faire chez soi. Soit on n'aura pas les ingrédients qu'il faut, soit on n'aura pas la technique qu'il faut pour les fabriquer. Donc ça relève un peu plus de la chimie que de la cuisine. On va retrouver par exemple les biscuits industriels, les plats préparés, les sodas, les céréales petit déjeuner. Alors, sur cet emballage, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, s'il y a une chose à lire sur l'emballage des aliments, c'est la liste des ingrédients. C'est ce qui va être le plus important. Donc la première chose à regarder, c'est la liste des ingrédients. Elle doit être la plus courte possible. Il faut savoir que les ingrédients sont classés du plus présent au moins présent. Donc au début de la liste, on va trouver ce qu'il y a le plus dans l'aliment. On va aussi faire attention sur cette liste d'ingrédients au sucre ajouté. Donc tout ce qui finit en ose, c'est du sucre. Donc le sirop de glucose, le fructose, le dextrose, même la maltodextrine, tout ça c'est du sucre ajouté. On fait attention aussi au sel. À partir de 1,5 g de sel dans l'aliment, c'est déjà un aliment qui est considéré comme très salé. Ensuite, on va voir tous les additifs alimentaires. Alors, il y en a qui sont plus ou moins bons. Ceux-là, le E407 et le E471, c'est des additifs qui ont été prouvés cancérigènes il n'y a que1 an. Donc voilà, on essaye de limiter. Alors ils sont soit écrits sous la forme de E, soit ils peuvent être écrits aussi avec leur nom chimique. Par exemple, le E407, le E471, pardon, ça sera tout ce qui est mono et diglycéride d'acide gras. On fera gaffe aussi, comme je vous disais, aux huiles hydrogénées. Donc ça, c'est ce qui fait les acides gras trans qui sont très mauvais pour la santé. Donc c'est quand vous allez voir sur l'emballage écrit huile de colza ou de tournesol hydrogénée. Donc là, j'ai mis un exemple. J'ai mis un exemple de liste d'ingrédients. Donc ça, c'est la liste des ingrédients du Snickers glacé. Donc on voit qu'elle est quand même assez longue. Si on zoome un petit peu dessus, on voit que le premier ingrédient, c'est du lait crémé. Le second, c'est du sucre. Le troisième, c'est du sirop de glucose, donc encore du sucre. On a aussi du lait concentré sucré, on a de la graisse de palme, on sait que c'est pas très bon, c'est même plutôt mauvais pour la planète. On a les deux additifs dont je vous ai parlé, le E471 et le E407. On a du sel. Bon, voilà, on voit tout de suite que cette liste est vraiment longue, donc on se doute que c'est pas un aliment qui est très très bon pour notre santé. Ensuite, ce qu'on trouve sur les emballages, ça va être les tableaux là, des valeurs nutritionnelles qui sont affichées pour 100 g d'aliments. Donc pour ça, on essaye de prendre un peu de recul sur ces tableaux-là. Souvent mes patients me découpent l'emballage et me ramènent ce tableau, mais en fait ça ne veut pas dire grand-chose. Par exemple pour de l'huile, on va voir tout de suite que c'est très calorique, mais on ne mange pas 100 g d'huile d'un coup. Donc voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus important à regarder. Ensuite, sur l'emballage, on trouve aussi le Nutri-Score. Donc le Nutri-Score, il n'est pas parfait, on le sait, mais il tend à s'améliorer. Il va surtout servir à comparer les aliments d'une même famille. Il n'y a pas trop d'intérêt à comparer un jus de fruits, par exemple, avec de la charcuterie. C'est vraiment pour comparer les aliments d'une même famille. Le gros problème du Nutri-Score, c'est qu'il ne prend pas en compte le degré de transformation, donc les différents niveaux qu'on a vus tout à l'heure. Et or, c'est bien ça qui va être le plus mauvais, ça va être les aliments ultra transformés. Et du coup, le Nutri-Score, on ne tient pas compte.
Alors, j'ai pris deux exemples d'emballage. L'emballage du pain, le pain qu'on consomme beaucoup en France. Donc j'ai choisi une baguette, la baguette campagnarde de chez Carrefour, dans la grande surface Carrefour. Donc on peut remarquer que c'est écrit marché, filière qualité, on a la petite carte de France, on peut se dire bon, c'est peut-être pas trop mal. Donc on voit ces petits logos là qui nous paraissent bien. Et puis quand on tourne l'emballage et qu'on lit la liste des ingrédients, on remarque qu'elle est plutôt longue. Donc il y a de la farine de blé, de l'eau, de la farine de seigle, de la levure, du sel. Bon, jusque-là, ça va à peu près. Et puis ensuite, on a du gluten de blé, du levain de seigle dévitalisé, les émulsifiants, donc les mono- et diglycérides d'acide gras, donc c'est le fameux E471 qu'il n'a pas écrit de cette façon. Du sirop de sucre, de l'extrait de malt d'orge, de la farine de blé malté, plus de un agent de traitement de la farine, donc l'acide ascorbique. Voilà, donc la liste est plutôt longue. Et quand on compare avec un pain fait de façon artisanale, là, au niveau des ingrédients, on aura de la farine de blé, de l'eau, du levain ou de la levure et du sel. Donc, on voit que 4 ingrédients suffisent pour avoir un aliment de qualité. Donc voilà, il vaut vraiment mieux privilégier le pain du boulanger du coin que de la grande surface. Deuxième exemple, le jus de fruits. Alors là, j'ai pris un jus de fruits Capri-Sun qui est destiné aux enfants. Donc quand on lit les ingrédients, alors le premier ingrédient c'est de l'eau, ensuite du sucre, et puis après on voit qu'il y a du jus de pomme, du jus de cassis, du jus de griotte, du jus de fraise, du jus de citron vert. Vous voyez la petite astérisque derrière qui montre que ce sont des jus à base de concentré. Donc quand c'est à base de concentré, en fait ce sont des fruits qui ont été pressés, qui ont ensuite été déshydratés. En fait on a enlevé toute l'eau qu'il y a dans le fruit pour pouvoir les transporter, pour faciliter leur transport, et ensuite on a remis de l'eau une fois arrivé après le transport. Donc vu qu'il y a beaucoup de vitamines et de minéraux qui sont contenus dans l'eau, qui sont hydrosolubles, qui se mélangent à l'eau, le fait d'enlever l'eau, ça enlève quand même une grosse partie des vitamines et des minéraux. Donc à la fin, on a quand même un produit qui ne contient quasiment plus rien d'intéressant. Il y a plus de vitamines, plus de minéraux. Et par contre, il y a beaucoup de sucre. Donc c'est vraiment considéré comme un produit sucré et pas du tout comme une boisson en base de fruits, comme un bon jus de fruits artisanal qu'on peut retrouver ici sur le marché. Dans ces jus de fruits-là, on n'a que 2 ingrédients, des pommes bio et des carottes bio qui sont pasteurisées. Donc voilà, on voit qu'il sera bien plus intéressant de prendre un jus de fruits artisanal que le Capri-Sun. Voilà, donc ce qu'on va retenir pour cette deuxième partie, c'est qu'il faut cuisiner maison autant que possible, qu'il faut consommer maximum un aliment ultra transformé par jour, qu'il faut que la liste des ingrédients soit la plus courte possible, qu'il faut consommer un maximum d'aliments frais et bruts, et qu'il faut manger local, bien sûr, et de saison. Si on a besoin d'aide, qu'on est encore un petit peu perdu par rapport à ces emballages, on peut utiliser des applications. Il existe ce genre d'applications comme l'application Yuka, qui est plutôt très bien, où on scanne le code barre de l'emballage et qui va nous donner plusieurs indications sur la qualité de l'aliment. Voilà, bah écoutez, je vous remercie pour votre attention et puis maintenant j'écoute vos questions. Merci Marion du coup pour ta présentation qui était très claire. Donc tu nous as bien expliqué différentes familles d'aliments, l'importance de manger équilibré, quelques conseils aussi pour choisir ses aliments quand on fait ses courses. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? On a un petit moment pour répondre à vos questions si vous en avez. Sur quel site on peut aller sur quel site on peut aller sur Internet pour retrouver les infos? Eh ben, alors soit on va sur le site de la marque du produit. Souvent, ils nous mettent la liste d'ingrédients. Maintenant, par exemple, Danone, Kellogg's, on peut vraiment trouver toute la liste des ingrédients. Et après, il y a le site de Carrefour, par exemple, qui permet toute la liste des ingrédients des produits qu'ils vendent. D'autres questions? Non, c'est bon. Tout était clair? C'est bon, là vous avez tout compris? Tout de suite, moi je
pas pensé à prendre un crayon. Je ne savais même pas les résultats qu'il y avait cet événement. Si j'avais su, je reportais un crayon avec eux et prendre des notes. Voilà, déjà des flyers. Alors la conférence, elle a été filmée, elle est enregistrée. Et vous pourrez du coup retrouver la conférence en ligne sur le site du SMAD, sur le site du syndicat mixte du Côté Combraille. Donc comme ça, vous pourrez la revisionner. Pas tout de suite, hein, mais dans quelques jours. Après, il y a quand même des grands conseils que vous pouvez retenir, que Marion a déjà expliqué. Je sais pas, par rapport peut-être à la synthèse que tu as fait, on peut peut-être revenir sur 2-3 points essentiels et que là, avec lesquels vous pouvez repartir là tout de suite. Tu les as déjà dit. Oui, regardez vraiment la liste des ingrédients. Déjà à partir du moment où un aliment a un emballage, on sait qu'il va être un petit peu moins bon qu'un aliment brut qu'on va cuisiner. Après, par exemple, pour le pain, on entend souvent parler du gluten. Alors le gluten, c'est un aliment, c'est un composant du blé. Il y en a dans le blé, le seigle, l'avoine, l'orge. Le problème aujourd'hui du gluten, c'est que, vous voyez, sur le pain là, industriel de chez Carrefour, c'est qu'il y a du gluten ajouté. En fait, c'est du gluten en plus du gluten naturellement présent dans la farine de blé et de seigle. Et c'est ce gluten qui va devenir inflammatoire, qui va abîmer à force notre barrière intestinale, inflammatoire et mauvais à la santé. Voilà. Sans gluten. Oui, alors on est obligé de lui faire une alimentation sans gluten. Oui. Et ça, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. En fait, soit on est vraiment intolérant au gluten et on a ce qu'on appelle une maladie cœliaque, où là, il ne faut vraiment pas de gluten du tout. Et après, soit on va être un peu embêté par le gluten, on va avoir des troubles digestifs, où là, c'est pas des vraies intolérances, mais voilà, on sait que c'est pas top sur le long terme. C'est à vie ou c'est provisoirement? Et bien ça dépend. Si c'est une maladie cœliaque, c'est à vie. Et si c'est juste des troubles digestifs, parce qu'on a mangé un peu trop d'aliments, parce qu'on a une barrière intestinale poreuse, là, des fois, en enlevant déjà le gluten ajouté, ça peut s'améliorer et on peut en manger. À la cantine de l'école, il faut que ce soit la maman qui fournisse le repas. D'accord, oui. Est-ce que c'est tout bon du coup? Merci, c'était très 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 utile. Bon. Des questions, madame. Je voulais juste demander, à un moment donné, vous avez parlé de l'endométriose. Oui. Et donc, au niveau alimentation, il y a aussi des choses particulières à faire par rapport à l'alimentation. En fait, l'endométriose, pareil, c'est des maladies inflammatoires, comme la fibromyalgie, comme les maladies de l'intestin irritable. Tout ça, c'est des maladies qui reviennent de plus en plus aujourd'hui. Et en fait, on va prôner une alimentation anti-inflammatoire. Donc les aliments anti-inflammatoires, c'est des aliments qui contiennent beaucoup d'antioxydants qu'on va retrouver donc dans les fruits et les légumes frais, dans le bon gras, donc l'huile d'olive, les petits poissons gras, l'huile de colza, les fruits à coque, ça. Et aussi, en fait, c'est ce qu'on va appeler le régime méditerranéen, surtout. Voilà, donc c'est ça, c'est vraiment de l'alimentation anti-inflammatoire. Vous disiez tout à l'heure au niveau des fruits. Oui. Bon, même en lavant les fruits. Oui. Moi, je lave les fraises. Et bien, vous pouvez être sûr qu'après, j'ai un bouton au bout de la langue. Oui. Oui. Alors, ça provient de quoi? Les noix, c'est pareil. Vous dites à coque. Alors, ça dépend. Eh Alors. ben, à coque, j'enlève la coque, je mange la noix. Oui. Mais alors, ça peut être deux choses. Ça peut être, par exemple, sur des fraises qui ont été cultivées avec plein de pesticides. Ça peut être ça qui peut vous faire mal. Mais après, il peut y avoir aussi des petites allergies, comme pour les noix, les noisettes et tout ça. Ça peut être des petites allergies qui apparaissent des fois en vieillissant. On peut ne pas être allergique. En vieillissant, oui, ça c'est le mot. Et en fait, c'est toujours cette histoire d'intestin. En fait, il faut savoir que toutes nos maladies vont commencer dans l'intestin. C'est pour ça qu'on parle de barrière intestinale. Donc à partir du moment où on commence à avoir des petits troubles digestifs, ça peut être un signe où il faut se dire, ah, il faut que je fasse attention.
ma barrière commence à être un petit peu poreuse, un petit peu abîmée, et puis c'est ce qui va déclencher par exemple un peu plus d'allergie. Ça ne me le faisait pas, et maintenant ça me le fait. Bon, c'est l'âge. C'est la santé, il faut prendre soin de votre santé intestinale. Donc bien manger des fibres, notamment faire des cures de probiotiques. C'est l'époque. Oui, mais c'est bien, les fraises, c'est antioxydant, c'est un très bon fruit, la fraise. Ah oui, c'est l'époque en ce moment. Je peux pas manger d'autres. C'est pas grave. Alors ça, j'ai pas de. Ça dépend peut-être des variétés, des types de fraises du moment. Oui, le goût. Ah ouais. Non, ça désolé. Entre le goût et l'odeur. Parce qu'à l'odeur, ça sent très bon. Après, c'est plus la même dégustation. Oui, mais je vais prendre bien bio, mais ça n'enlève pas. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir conclure. Merci Marion beaucoup Avec pour plaisir. Avec plaisir, merci à vous. de t'être déplacée. Merci à vous pour avoir participé à la conférence. Et bon, il vous reste encore quelques animations là dans les halles, voilà, surtout les animations musicales. Je vais chercher les légumes, moi. Et sinon, voilà, encore quelques producteurs qui sont présents. Et comme je le disais en introduction, vous pouvez aussi retrouver une présentation du PAT, une carte avec les producteurs qui sont en vente directe à l'entrée aussi. Vous avez aussi une carte disponible qui est également disponible sur Internet sur le site du SMAD. Et la conférence qui sera rediffusée par la suite sur le site du SMAD également. Voilà, merci. Bonne journée. Merci.